Mes parents voulaient me forcer à acheter une grande maison pour qu'ils puissent emménager avec moi, vivre de mon argent et donner leur maison à mon frère. Mais j'ai tout découvert. Et je leur ai donné une leçon, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Quand l'amour familial se transforme en sentiment de dû et que l'attention devient du contrôle, c'est là que vous réalisez que les liens du sang peuvent vous vider plus qu'ils ne vous donnent. Je m'appelle Avery Daniels et je vis à Phoenix, en Arizona. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai, ma carrière dans le marketing, mon appartement près du centre-ville et la paix qui vient du fait de payer mes propres factures. Mais dernièrement, cette paix m'a semblé être un luxe que je n'ai pas le droit de conserver. Mes parents ont commencé à appeler plus souvent, me posant des questions sur mon salaire, mes économies, mes projets d'avenir. Au début, j'ai pensé que c'était de l'inquiétude. Puis maman a mentionné que je devrais acheter une grande maison, une avec un jardin et plusieurs chambres pour que ton père et moi puissions emménager. Nous ne rajeunissons pas. Papa n'a pas hésité à être d'accord. Il a dit que ce serait un geste familial, que nous pourrions économiser de l'argent en vivant ensemble et que je pourrais gérer les dépenses puisque je m'en sortais si bien. Quand j'ai demandé ce qu'il adviendrait de leur maison actuelle, maman a souri et a dit, « Ton frère la prendra. Il aura besoin d'espace une fois qu'il se mariera. » À ce moment-là, tout s'est éclairci. Ils ne me demandaient pas de construire un foyer familial. Ils essayaient d'échanger mon indépendance contre leur confort et de récompenser mon frère avec ce qu'ils avaient déjà. Je suis restée silencieuse à ce moment-là, mais je savais que je ne le resterais pas longtemps, car j'étais sur le point de leur apprendre quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. Si vous avez déjà été forcé de choisir entre l'indépendance et l'obligation, restez jusqu'à la fin. Vous pourriez trouver votre propre voie dans mon histoire. 2 semaines avant l'anniversaire de papa, tout a commencé à changer. Cela a commencé subtilement avec des textos de maman contenant des liens vers des maisons bien plus grandes que ce dont j'aurais jamais pu avoir besoin. Elle ajoutait toujours des notes joyeuses, les qualifiant de quartiers merveilleux et de lieux parfaits pour les réunions de famille. Un soir, elle a envoyé un autre lien et a dit, « Ma chérie, cela pourrait être un cadeau si significatif pour ton père. » Son ton était aimant, mais il y avait une douceur étudiée qui me mettait mal à l'aise. Quelques minutes plus tard, mon père s'est joint à l'appel. Il a parlé chaleureusement de la famille et de l'héritage, me disant qu'il ne voulait ni cadeau ni fête cette année. « Je n'ai besoin de rien pour mon anniversaire, sauf d'une maison pour nous tous, » a-t-il dit. Les mots étaient enveloppés d'affection, mais ils ont atterri comme un poids sur ma poitrine. J'ai souri et dit que j'y réfléchirais, même si je n'avais aucune intention d'acheter une maison de sitôt. Ce week-end-là, je leur ai rendu visite en personne. Dès que je suis entré, maman me montrait déjà des photos de maisons avec de spacieux salons et plusieurs chambres d'amis. « Regarde celle-ci, Avery, » dit-elle en tapotant l'écran avec enthousiasme. « Elle est assez grande pour tout le monde, et tu pourrais y organiser les fêtes. Ne trouves-tu pas que c'est bien ?» Mon père a hoché la tête en signe d'approbation. « Nous aiderions, bien sûr, » a-t-il dit. « Je pourrais réparer des choses dans la maison, tondre la pelouse, la maintenir en ordre. » Je pouvais entendre l'excitation dans sa voix, la certitude que j'allais dire oui. J'ai forcé un sourire, espérant que mon hésitation ne se voyait pas. Ils ont parlé d'unité familiale et de l'importance d'être proches, mais je sentais déjà que chaque mot me poussait vers une décision qu'ils avaient déjà prise. Pendant le dîner ce soir-là, maman a de nouveau abordé le sujet. « Tu sais, l'anniversaire de ton père approche, » a-t-elle dit. « Ne serait-ce pas merveilleux de le surprendre avec quelque chose de durable ?» J'ai hoché la tête poliment tout en coupant ma nourriture en petits morceaux, faisant semblant d'y réfléchir. Puis papa a ajouté, « Ce n'est pas une question de cadeau, Avery. C'est une question de réunir tout le monde. Une maison, c'est un foyer. C'est tout ce que je veux. » Je suis rentré chez moi mal à l'aise, essayant de me convaincre qu'ils étaient simplement sentimentaux. Mais le lendemain matin, un autre message est arrivé avec un nouveau lien. « Celle-ci vient d'être mise en vente, » a écrit maman. « Elle est magnifique. » Peu de temps après, papa a appelé pour dire « Nous devrions agir vite avant que quelqu'un d'autre ne la prenne. » Le mot noob a résonné dans mon esprit plus longtemps qu'il n'aurait dû. Quelques jours plus tard, j'ai participé à un dîner de famille par appel vidéo car j'étais trop occupé pour faire le trajet. C'est alors que mon frère aîné, Daniel, est apparu à l'écran depuis Tucson avec sa fiancée, Emma. Il m'a souri à travers la caméra et a dit « Allez, Avery. C'est toi qui réussis bien en ce moment. Ne laisse pas maman et papa coincés dans cette vieille maison. »
Emma a ri à côté de lui et a ajouté, ce serait si agréable de les voir dans un endroit nouveau. Leurs voix se sont mêlées dans la même mélodie de pression déguisée en affection. Papa a commencé à expliquer à quel point ce serait pratique pour tout le monde si j'achetais une plus grande maison. Cela nous fera gagner du temps et de l'argent à tous, a-t-il dit, et nous aurons enfin de la place pour que Daniel et Emma viennent nous rendre visite. Maman a immédiatement accepté, ajoutant, tu auras de l'aide, ma chérie. Tu n'auras plus à gérer les choses toute seule. Je ne pouvais qu'acquiescer pendant que mes pensées se perdaient en calculs, hypothèques, entretien, impôts. Chaque scénario se terminait avec moi payant pour tout. Cette nuit-là, j'étais allongé dans mon lit, fixant mon téléphone alors que de nouveaux messages apparaissaient les uns après les autres. Maman demandait si j'avais réfléchi aux annonces. Papa me rappelait que la famille passe toujours en premier. Leurs mots tournaient en boucle dans ma tête jusqu'à ce qu'ils perdent leur sens, devenant juste des sons qui exerçaient une pression de plus en plus forte à chaque heure qui passait. Leurs paroles sonnaient comme de l'amour, mais ressemblaient à un ordre que je ne pourrais jamais refuser. Une semaine plus tard, je suis passé chez mes parents avec un gâteau et de bonnes intentions. C'était un après-midi chaud, du genre qui portait habituellement l'odeur de quelque chose qui cuisait et le son de maman fredonnant dans la cuisine. Je voulais que la visite soit simple, peut-être même réconfortante. Après tout, c'était presque l'anniversaire de papa, et je pensais qu'apporter un gâteau pourrait ouvrir la porte à une conversation calme sur le type de célébration qu'il voulait. La porte d'entrée était déverrouillée, ce qui n'était pas inhabituel. J'ai appelé doucement. Maman, papa. J'ai apporté quelque chose de sucré, mais personne n'a répondu. Depuis le couloir, j'entendais des voix faibles venant du salon. La télévision n'était pas allumée. C'était le ton d'une conversation, privée et concentrée. J'ai hésité, voulant m'annoncer, mais j'ai alors reconnu les voix. C'était papa et Daniel qui parlaient par appel vidéo. La voix de papa portait clairement à travers la pièce. Une fois qu'Avri aura signé le contrat, nous emménagerons tout de suite, a-t-il dit. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Pendant un instant, j'ai cru avoir mal entendu. Puis la voix de maman est venue, plus basse mais ferme. Et cette maison, a-t-elle demandé. Papa n'a même pas fait de pause. Donne-la à Daniel, a-t-il dit avec certitude. Ils fondent une famille. Il en a plus besoin. L'air semblait s'épaissir. Je suis resté figé dans le couloir, la boîte à gâteaux tremblant légèrement dans mes mains. À travers le reflet sur la vitrine du meuble, je pouvais voir papa se pencher vers l'écran, souriant tandis que Daniel hochait la tête en accord. La voix de mon frère était décontractée, presque joyeuse. Ce serait parfait, papa. Emma parle déjà d'aménager le jardin. Les mots m'ont frappé un par un, chacun plus lourd que le précédent. Ils ne parlaient pas d'un rêve ou d'un plan lointain. Ils avaient déjà tout décidé, mon rôle, leur récompense, le gain de Daniel. Le cadeau d'anniversaire n'était pas du tout un cadeau. C'était une transaction, une où je payais et où ils en profitaient. Maman est réapparue dans l'embrasure de la porte, portant un panier de linge. Avri, dit-elle, surprise. Ses yeux ont balayé du gâteau dans mes mains à mon visage, puis au salon où papa parlait encore. Je ne pouvais pas dire si elle réalisait tout ce que j'avais entendu. Oh, tu es en avance, a-t-elle ajouté, forçant un sourire. J'ai hoché la tête faiblement et n'ai rien dit. La voix de mon père se faisait encore entendre derrière elle. Nous lui dirons que c'est pour l'unité familiale. Elle acceptera si nous disons que c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Maman a grimacé et s'est tournée vers le son, chuchotant. John, elle est là. L'écran est devenu silencieux. Je pouvais sentir le silence peser sur les murs, remplissant l'air qui, quelques instants auparavant, avait été rempli de plans qui m'excluaient entièrement. Papa est entré dans le couloir, son expression raide, mais rapidement réarrangée en quelque chose de plus doux. Avri, ma chérie, dit-il, son ton trop désinvolte. Tu aurais dû nous dire que tu venais. Ses yeux se sont brièvement posés sur la boîte à gâteaux avant de revenir aux miens. Je voulais lui demander si tout ce que je venais d'entendre était vrai, mais les mots refusaient de sortir. Je pensais juste déposer ça, ai-je finalement réussi à dire. Ma voix me paraissait étrangère, plate, presque mécanique. Il m'a remercié, tendant la main pour prendre le gâteau, mais je l'ai serré plus fort, incapable de le lâcher. L'absurdité du moment me brûlait de l'intérieur.
J'étais entré avec de la douceur, pour découvrir l'amertume qui se cachait en dessous. Je devrais y aller, ai-je dit doucement, reculant vers la porte. Maman a suivi, essayant de garder un ton léger. Reste au moins pour un café, a-t-elle offert. J'ai secoué la tête. Une autre fois. Mon père n'a pas essayé de me retenir. Dehors, la lumière de l'après-midi semblait plus dure. La boîte à gâteaux est devenue plus lourde à chaque pas que je faisais, jusqu'à ce que je la pose finalement sur le siège passager de ma voiture. Mes mains tremblaient alors que je serrais le volant. La maison derrière moi se tenait calme et immobile, comme si rien ne s'était passé, mais je pouvais encore entendre leur voix résonner dans ma tête. La certitude calme de papa, le rire facile de Daniel, le silence hésitant de maman. En partant, je me suis souvenu de ce que mon ancienne collègue, Diane, m'avait dit un jour après que j'étais resté tard pour couvrir les erreurs de quelqu'un d'autre. L'amour ne peut pas être construit sur la culpabilité. À l'époque, je pensais qu'elle parlait des limites au travail. Maintenant, je réalisais qu'elle m'enseignait quelque chose de bien plus profond. Cette culpabilité avait été la monnaie d'échange de ma famille pendant des années, et c'était moi qui la finançais. Le lendemain matin, je me suis réveillé en sachant que les choses ne pourraient plus être comme avant. La lumière du soleil qui filtrait à travers les rideaux semblait étrangère, trop vive, trop ordinaire pour ce que je savais maintenant. Chaque souvenir de mes parents, chaque dîner, chaque appel téléphonique me semblait soudain être un acte soigneusement répété avec un but qui ne ressemblait plus à de l'amour. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment avant de le retourner face contre table. Il n'y aurait plus d'appels, plus de messages, plus d'explications. Je ne les ai pas bloqués, mais j'ai arrêté de répondre. Maman a envoyé le premier texto avant midi. Nous sommes inquiets pour toi. Passe pour le dîner. Puis un autre a suivi, plus insistant. Ne sois pas fâché. Tu as mal compris ce que nous voulions dire. Papa a appelé 3 fois ce jour-là. J'ai regardé son nom clignoter sur l'écran, l'image familière de son sourire à côté, et je n'ai ressenti qu'une douleur lasse. Pour la première fois de ma vie, j'ai choisi le silence. Le soir venu, je ne pouvais plus supporter le son de mes propres pensées. J'ai appelé ma meilleure amie, Renée, qui me connaissait depuis l'université. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près de mon appartement, un endroit calme où l'odeur du café torréfié semblait toujours m'apaiser. Elle est arrivée dans sa vague de chaleur habituelle, m'enlaçant avant de s'asseoir en face de moi. Je lui ai tout raconté, le gâteau, la conversation, le plan que je n'étais pas censé entendre. Elle a écouté sans m'interrompre, ses mains enroulées autour d'une tasse qui avait refroidi depuis longtemps. Quand j'ai finalement arrêté de parler, elle s'est penchée en avant et a dit doucement, « Tu as tout à fait le droit d'être en colère, Avery. Mais ne laisse pas cette colère décider de ce que tu vas faire ensuite. Si tu te bats avec fureur, tu ne feras que leur donner plus de contrôle. » Ces mots ont atterri doucement, mais ont touché une corde sensible. Alors, que dois-je faire à la place, ai-je demandé. Renée a souri, non pas avec pitié, mais avec certitude. Tu traces la limite, a-t-elle dit. Tu leur apprends où tu t'arrêtes et où ils commencent. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Sa voix résonnait dans mon esprit encore et encore. Tracer la limite. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de récupérer l'espace que j'avais passé des années à céder. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat, Maître Lewis, et j'ai pris rendez-vous. Quand je suis arrivé à son bureau, l'air sentait légèrement le papier et le vernis au citron. C'était un homme calme dans la cinquantaine, toujours poli, toujours direct. J'avais travaillé avec lui une fois auparavant sur un litige contractuel à mon travail, et je lui faisais confiance pour être à la fois discret et minutieux. Il m'a salué d'un petit hochement de tête. Avery, cela fait un moment. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai besoin de conseils, ai-je dit. Si j'achète une maison à mon nom, y a-t-il un moyen légal pour mes parents ou quelqu'un d'autre d'en réclamer la propriété plus tard? Maître Lewis a haussé un sourcil, mais n'a pas commenté. Il a ouvert un dossier, a pris quelques notes et a commencé à expliquer calmement le droit de la propriété, les réclamations successorales et les risques de cosignature. Il a précisé que tant que j'achetais la maison de manière indépendante, sans responsabilité financière partagée, personne ne pouvait en exiger une part, famille ou non. J'ai écouté attentivement, non seulement les mots, mais aussi le sentiment de pouvoir qu'il véhiculait. Il ne s'agissait pas seulement d'une maison.
Il s'agissait de limites qui n'avaient jamais existé auparavant. Quand il a fini, je l'ai remercié et j'ai dit, je n'achète pas encore. J'avais juste besoin de savoir ce qui est à moi. Il a souri légèrement. C'est la meilleure raison de demander. En sortant de son bureau, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas le soulagement aigu de la vengeance, mais une stabilité calme que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mes parents m'avaient appris la générosité, mais jamais comment me protéger pour ne pas être vidé par elle. Pour une fois, je ne voulais pas leur faire de mal. Je voulais juste arrêter de leur donner le pouvoir de me faire du mal. Ce soir-là, j'ai écrit un court message à maman et papa. J'ai besoin de temps pour réfléchir. S'il vous plaît, ne me contactez pas. Je ne l'ai pas expliqué ni justifié. J'ai juste appuyé sur envoyer et j'ai posé le téléphone, sentant un calme inhabituel s'installer autour de moi. Pour la première fois de ma vie, je ne réagissais pas. Je décidais. Le dîner d'anniversaire de papa est arrivé plus tôt que prévu. La maison était illuminée de rire, remplie de l'odeur du poulet rôti et de la tarte à la cannelle de maman. Je n'y étais pas retourné depuis le jour où j'avais surpris leur plan. Pourtant, rien n'avait changé dans cet endroit, sauf moi. Je suis resté un long moment à la porte avant de frapper. Quand maman a ouvert, son sourire s'est étiré, presque théâtral. « Tu es venue, ma chérie. Nous parlions justement de toi. » À l'intérieur, la table était magnifiquement dressée, des bougies vacillant entre les assiettes de nourriture. Papa a rayonné en me voyant. « Voilà ma fille », a-t-il dit, me serrant dans un câlin qui ressemblait plus à une performance qu'à de l'affection. J'ai souri poliment, faisant semblant de ne pas remarquer les regards échangés entre lui et maman. Puis Daniel est apparu avec sa fiancée, Emma, juste derrière lui. Ils avaient l'air radieux, décontractés, parfaitement à l'aise. Daniel a souri et a dit, « Alors, la grande acheteuse est enfin là. » Son ton était taquin, mais il y avait une lueur de certitude en dessous. Emma a ajouté, « Nous disions justement à quel point ce sera merveilleux d'avoir une nouvelle maison pour tout le monde. Elle sera magnifique, Avery. » Sa voix était douce, mais ses mots ont atterri lourdement. J'ai pris ma place à table, juste en face d'eux. Maman m'a versé du vin et a dit doucement, « Tu es trop silencieuse, ma chérie. » Nous disions tous à quel point tu es attentionnée. Même Madame Lagne, la voisine, a dit, « Quelle bénédiction d'avoir une fille si dévouée. » Elle s'est tournée vers son amie assise à proximité, souriant fièrement. Avery a toujours été si généreuse, pensant toujours à sa famille en premier. La voisine a hoché la tête avec admiration. « Vous êtes des parents chanceux », a-t-elle dit. La plupart des enfants de nos jours sont trop occupés pour la famille. J'ai porté le verre à mes lèvres et j'ai souri légèrement. Chaque compliment ressemblait à un fil qui se resserrait autour de ma gorge. De l'autre côté de la table, Daniel et papa parlaient déjà de la manière dont ils géreraient le déménagement. Papa a dit, ce sera un nouveau départ pour nous tous. Le quartier où Avery achète est parfait, près du parc, calme, sûr. Daniel a gloussé, et la vieille maison ne sera pas perdue. Emma a déjà des projets pour la chambre d'enfant. La pièce était remplie de conversations légères et de tintements de fourchettes, mais je pouvais sentir le poulant et régulier de mon cœur dans mes oreilles. C'était presque surréaliste de voir avec quelle facilité ils pouvaient construire un fantasme autour de mon silence, à quel point ils étaient à l'aise de s'approprier quelque chose que je n'avais pas promis. À mi-chemin du dîner, papa a levé son verre. « À la famille », a-t-il dit. Tout le monde a suivi, les verres levés, les sourires tout autour. J'ai imité le geste, ma main stable, mon cœur détaché. Le toast a résonné dans la pièce comme un mensonge répété trop souvent pour paraître étrange. Alors que les assiettes étaient débarrassées, maman s'est levée et a posé sa main sur mon épaule. « Tu as rendu ton père si fier », a-t-elle murmuré. Il dit que c'est le plus heureux anniversaire qu'il ait eu depuis des années. Je l'ai regardé et j'ai souri, bien que l'expression me parût étrangère. « Je suis contente », ai-je simplement dit. Quand le dessert a été servi, les lumières se sont légèrement tamisées et les rires ont de nouveau enflé. Papa a coupé la première part de tarte, et tout le monde a applaudi quand il a soufflé les bougies. Puis, avant que quiconque puisse parler, je me suis levé de ma chaise. Le bruit de ma chaise raclant le sol a attiré tous les regards sur moi. « J'ai aussi un cadeau », ai-je dit calmement. Le silence s'est fait dans la pièce. Mes parents ont souri, pleins d'attente.
Daniel s'est adossé à sa chaise, croisant les bras. Bien sûr que tu en as un, a-t-il dit légèrement. Toujours la généreuse. J'ai croisé son regard sans ciller. C'est un cadeau pour vous tous, ai-je continué. Ma voix était douce mais délibérée, remplissant le silence qui pesait entre nous. Et je pense que vous le trouverez mémorable. Personne n'a parlé. Les bougies vacillaient, leur lumière tremblant sur les verres. Je me suis rassise, laissant la tension s'installer là où elle devait être. Pour la première fois ce soir-là, ce n'était pas moi qui jouais un rôle. Quand j'ai tendu le dossier à papa, la pièce est tombée dans le silence. Le rire qui avait rempli l'air quelques instants auparavant semblait se dissoudre en quelque chose de lourd et d'attentif. Tous les yeux se sont tournés vers la fine enveloppe brune dans ses mains, comme si c'était un cadeau qui confirmerait tous les rêves qu'ils avaient construits sur mon silence. Papa m'a regardé, son sourire débordant de fierté. Alors, c'est ça, a-t-il dit en jetant un coup d'œil à maman. Notre fille l'a enfin fait. La main de maman a effleuré son collier nerveusement, bien que son visage soit resté illuminé de joie. Daniel s'est penché en avant, les coudes sur la table, tandis qu'Emma serrait son bras comme pour dire, tu vois, tout se met en place. L'air était chargé d'anticipation. Papa a ouvert le dossier, sortant soigneusement les documents bien empilés à l'intérieur. J'ai vu son expression passer de la chaleur à la confusion alors qu'il parcourait la première page. Ses sourcils se sont légèrement froncés. « Attends, qu'est-ce que c'est » a-t-il murmuré. Maman s'est penchée plus près, sa voix légère et tremblante d'excitation. « N'est-ce pas l'acte de propriété, chérie ? La maison de Willow Creek. » J'ai pris une lente inspiration. « C'est un acte de propriété, oui, ai-je dit, mais pas pour cette maison. » Daniel s'est penché, attrapant l'une des pages. Ses yeux ont parcouru le texte avant qu'il ne se fige. « Avery, dit-il, sa voix baissant, cette adresse. Ce n'est même pas dans le même état. » C'est exact, ai-je répondu, mon ton calme, presque doux. C'est une maison que j'ai achetée la semaine dernière dans le Vermont. À mon nom uniquement. Papa a levé brusquement les yeux. À ton nom uniquement ? Sa voix s'est brisée, et pendant une seconde, il n'a pas semblé me reconnaître. Tu veux dire que ta mère et moi ne sommes pas dessus ? C'est ça, ai-je dit. Pas de co-signataire, pas de titre partagé, pas de conditions cachées. Je l'ai regardé droit dans les yeux, puis maman, qui était devenue blême. J'ai longuement réfléchi à ce que je dois à cette famille. Je vous dois de l'amour. Je ne vous dois pas un prêt immobilier. Pendant un instant, personne n'a bougé. Les mots sont restés en suspens, simples mais irréversibles. Puis maman a couvert sa bouche, des larmes coulant sur ses joues. Avery, a-t-elle murmuré, nous n'avons jamais voulu te faire de mal. Nous pensions juste que je m'occuperais de tout, ai-je dit doucement. Que ma valeur dépendait de ce que je pouvais donner, pas de qui je suis. Papa a claqué le dossier, sa voix montant de colère. Tu comprends mal tout ce que nous avons fait pour toi. Nous t'avons élevé. Nous nous sommes sacrifiés pour toi. C'est comme ça que tu nous remercies, en nous tournant le dos ? J'ai maîtrisé ma respiration, me forçant à croiser son regard. Je ne m'en vais pas, papa. Je sors d'un rôle que je n'ai jamais accepté de jouer. Daniel s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol. Alors c'est ça. Tu t'offres une belle maison pour toi et nous, on est laissé pour compte. Son visage était rouge d'incrédulité. Tu es incroyable, Avery. Emma a attrapé sa main, murmurant son nom, mais il s'est dégagé. Le son de sa voix, tranchant et blessé, a traversé la pièce comme du verre brisé. Maman sanglotait plus fort, s'accrochant au bras de papa. Elle ne le pense pas, a-t-elle plaidé. Elle est juste en colère. Elle reviendra à la raison. Mais je n'étais pas en colère. Plus maintenant. Je me sentais étrangement calme, comme si la tempête était déjà passée. J'ai reposé le dossier sur la table et j'ai dit doucement, ce n'est pas une punition. C'est la paix. J'espère qu'un jour vous comprendrez. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte. Mes talons claquaient doucement sur le plancher en bois, le son résonnant dans le silence derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière. Dehors, l'air de la nuit était frais et calme. À travers la fenêtre, j'ai vu la lueur vacillante des bougies, les silhouettes des personnes que j'aimais, figées dans l'incrédulité.
Pour la première fois, j'ai senti le poids se soulever de ma poitrine. Je n'avais rien détruit. Je m'étais simplement choisi. Cela fait 6 mois depuis ce dîner. La neige dehors, sous ma fenêtre, brille d'une lueur pâle sous le soleil du matin, recouvrant tout de silence. La vie dans le Vermont a un rythme plus lent, un rythme qui n'exige ni explication constante ni excuse. Je me réveille avec l'odeur du café, le bourdonnement du chauffage et le son tranquille de ma propre respiration, une paix dont je ne savais pas que j'avais besoin depuis des années. La maison que j'ai achetée semble maintenant habitée. Il y a des croquis épinglés au mur, un livre à moitié lu à côté de mon lit et une rangée de plantes qui se penchent vers la lumière. Chaque petite imperfection me semble être la preuve d'une vie qui m'appartient enfin. Je pense parfois à Phoenix, à la chaleur qui miroite sur le bitume, aux courses et obligations sans fin qui remplissaient autrefois mes journées. Cela ne me manque pas. Mes parents, maman et papa, vivent toujours en Arizona, mais pas dans l'ancienne maison. Après cette nuit-là, ils n'avaient plus les moyens de la garder. Ils ont emménagé chez des parents pendant un certain temps et, d'après ce que j'ai entendu lors de conversations lointaines, cela n'a pas été facile. La fierté ne paie pas les factures, et le silence non plus. Daniel est resté pour s'occuper de la propriété, mais les réparations se sont avérées plus importantes qu'il ne pouvait le gérer. Le toit fuit, la plomberie n'est pas fiable et le prêt immobilier est toujours à son nom. Il m'a appelé une fois, il y a des mois, pour me demander des conseils. Pas de l'aide, juste des conseils. Mais le ton de sa voix portait une fatigue silencieuse qui me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Je lui ai souhaité bonne chance, et je le pensais. La colère que j'avais autrefois envers lui s'est dissoute quelque part entre la neige qui tombait et mon propre reflet dans le miroir. Maman envoie des messages toutes les quelques semaines. Ils sont courts, prudents, écrits comme quelqu'un qui marche sur de la glace fine. Nous espérons que tu vas bien, écrit-elle. Ton père est toujours fâché, mais tu lui manques. Je les lis tous, parfois plus d'une fois, avant de poser tranquillement mon téléphone. Je n'ai pas encore répondu, mais pas par dépit. C'est parce que je ne ressens plus le besoin d'expliquer ma paix à ceux qui l'ont prise pour de la rébellion. En ces matins tranquilles, j'ai appris que l'équité commence par dire non. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la clarté. Pendant si longtemps, j'ai cru que l'amour signifiait le sacrifice, que donner sans limite prouverait en quelque sorte ma valeur. Mais l'amour qui dépend de la culpabilité n'est pas de l'amour. C'est une dette déguisée en dévotion. Il y a un parc près de ma nouvelle maison, bordé de bouleaux qui chuchotent lorsque le vent passe à travers. J'y marche la plupart des soirs, regardant les enfants se courir après pendant que leurs parents les appellent depuis les bancs. Parfois, j'imagine ce que mes parents penseraient s'ils me voyaient maintenant, marchant lentement, sans fardeau, souriant sans raison. Peut-être qu'ils appelleraient encore cela de l'égoïsme. Ou peut-être qu'avec le temps, ils comprendraient que choisir la paix est la chose la plus généreuse que j'ai jamais faite. Un dimanche après-midi, assise sur le porche avec une tasse de thé, j'ai réalisé à quel point j'étais loin de la version de moi-même qui mendiait autrefois l'approbation. Cette femme croyait que la famille était quelque chose que l'on devait mériter. Celle-ci sait qu'elle n'aurait jamais dû être conditionnelle. Le soleil est descendu bas, transformant la neige en drap d'or. J'ai pensé à la voix de papa, ferme et certaine, disant « Je regretterai de m'en aller ». Pourtant, 6 mois plus tard, le regret est introuvable. À sa place se trouve une sorte de liberté tranquille, celle qui ne crie pas et ne se prouve pas, mais qui existe simplement, stable et inébranlable. Je n'ai pas de grands projets, pas de résolutions spectaculaires. Je travaille toujours, je cuisine toujours, j'arrose toujours mes plantes le dimanche. La vie n'est pas devenue extraordinaire. Elle est devenue honnête. Et cette honnêteté ressemble au premier vrai foyer que j'ai jamais eu. Quand les gens me demandent si je ferais quelque chose différemment, je souris et je dis non. Parce que parfois, la chose la plus difficile que vous ferez est aussi la plus bienveillante. Parfois, la paix coûte plus cher que l'approbation. Elle demande un silence distant et le courage de rester seul lorsque l'amour devient conditionnel. J'ai appris que la famille ne signifie pas toujours l'harmonie et que la gentillesse ne signifie pas toujours la capitulation. Il faut du courage pour aimer sa famille sans se perdre soi-même, pour choisir les limites plutôt que l'amertume et la vérité plutôt que la performance. Le véritable amour respire lorsque vous cessez de prouver votre valeur aux personnes qui auraient dû l'avoir depuis le début. La liberté, j'ai réalisé, n'est pas l'absence des autres. C'est le retour à soi-même après avoir trop donné.
Si mon histoire vous a touché, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Peut-être avez-vous été confronté à un carrefour similaire entre la culpabilité et la paix, entre l'attente et la vérité. J'espère que cette histoire vous rappelle que vous n'êtes pas égoïste de vous choisir. Vous êtes courageux de le faire. Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Que signifie le foyer pour vous maintenant?